Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Évidemment, faire un beau focus sur tout ce qui s'est passé dans les éliminatoires de la zone Europe, mais aussi de la zone Afrique, parce que je sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a eu beaucoup de finales de groupe, de matchs en jeu, et forcément il faut qu'on s'arrête dessus parce que j'ai assisté à 18h à quelque chose d'assez incroyable, renversant avec le fameux RDC Sénégal qui était assez incroyable, mais on va évidemment se pencher là-dessus, puis se projeter comme toujours un petit peu sur cette Coupe du Monde qui va être le fil rouge tout au long de la saison. Voilà, il y a encore des rendez-vous d'éliminatoires en octobre, en novembre. En mars, ce sera le fameux gros barrage de la FIFA, et puis le verdict en juin avec ce mondial organisé en Amérique du Nord, du côté États-Unis, Canada, Mexique. Mais on a le Cap-Vert qui est plus qu'à une victoire d'une première qualification en Coupe du Monde. Et ça serait fantastique parce que le Cap-Vert serait le deuxième plus petit pays en termes d'habitants derrière l'Islande à envoyer une équipe en Coupe du Monde. Franchement, ce sera assez fou. Alors évidemment, certains vont râler. Et moi, je suis le premier à le dire. La Coupe du Monde, c'est à 32. On n'y touche pas. L'euro, je vais même encore plus loin, l'euro c'est à 16 équipes, on n'y touche pas. J'aimerais qu'on revienne à une formule un peu plus restreinte. Après, ces pays qui n'ont pas forcément un accès à la Coupe du Monde avant, que ce soit l'Ouzbékistan, que ce soit la Jordanie, que ce soit le Cap-Vert, tant mieux pour eux, ça leur profite. Après, ce sont des très très belles histoires. J'en veux plus à la FIFA d'avoir élargi cette Coupe du Monde qu'à ces équipes qui participent avec ces nouvelles règles et qui vont découvrir le Graal, une très très grande compétition. Donc après, bon, une Coupe du Monde à 48, voilà, c'est un quart de la planète quasiment. C'est un petit peu trop. Mais comme tu le dis, oui, évidemment, le Ouzbékistan Cap-Vert à 3h du mat à Vancouver, on sera là. Vous savez qu'ici, on adore faire des marathons Coupe du Monde, des marathons euro, donc on est un détraqué, donc on va poursuivre dans ce sens. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scores importants, capitaux, donc on sait à peu près, on sait de toute façon la zone asiatique qui est qualifiée, il n'y a plus qu'un barragiste à envoyer. Pareil pour l'Amérique du Sud, on a 6 équipes, il reste un barragiste à envoyer. En fait là on a le plus d'enjeux, c'est la zone Europe, parce que les qualifs démarrent tout juste, notamment pour les équipes comme la France qui était au Final Four de la Ligue des Nations. En Afrique, on joue les 3 dernières journées là, donc c'est le moment un petit peu de vérité. Et puis on a la zone CONCACAF, donc CONCACAF c'est forcément Amérique du Nord, Amérique centrale. On a déjà pas mal de places qui ont été occupées par ces fameuses équipes qui organisent la compétition, mais derrière tu as beaucoup d'équipes qu'on connaît un petit peu, comme le Costa Rica, la Jamaïque, pourquoi pas, le Honduras, tout ça. Donc ça va être assez intéressant de se pencher là-dessus, parce que la dernière fois on n'avait pas eu le temps de faire un focus. C'est vrai qu'on s'était concentré sur l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud c'est ok, même s'il y a des matchs cette nuit, pareil pour la zone CONCACAF, mais c'est peut-être un petit peu un aperçu de ce qui nous attend. Est-ce qu'on va parler de l'Italie? Évidemment qu'on va parler de l'Italie, il y a beaucoup de choses à dire. La Norvège qui en passe 11 à la Moldavie avec un quintuplé d'Haaland. La Norvège qui a plus 21 de différence, et la Norvège est dans le même groupe que l'Italie, et il y aura une finale de groupe. Vraiment là ça va être hyper tendu lors de la dernière journée en novembre. On aura un Italie-Norvège qui sentira le soufre, et ça va être assez intéressant de voir. De toute façon la Norvège a battu l'Italie 3-0, la Norvège a une meilleure différence de but. En gros il faut que la Norvège perde des points d'ici là, parce que est-ce que l'Italie, évidemment on peut en mettre 4 à la Norvège et peut-être passer à différence de but particulière. Je sais plus si c'est la différence de but générale ou particulière, si il y a un fou de la FIFA qui peut me renseigner dans le chat et me le dire. Je suis plutôt preneur. Sinon, bien sûr, on a vu l'Angleterre qui en a mis 5 à la Serbie. On a vu l'Italie, encore une fois, ce scénario assez fou contre Israël. Victoire 4-5 en perdant 2-1, en menant 4-2, puis en se faisant égaliser 4-4 avec 2 buts contre son camp. Une victoire à la fin au forceps. Ça s'est embrouillé entre Gattuso et les Israéliens, Donnarumma aussi apparemment, donc ça n'a pas à chauffer, mais très clairement l'Italie qui se retrouve à être mené par une équipe comme ça et à en prendre 4 avec, enfin vraiment il y a des choses qui vont pas. Donc Gattuso il a quand même vécu beaucoup de choses palpitantes pour ses premiers pas en tant que sélectionneur, mais comme tu le dis Yannou, l'Italie c'est nul tactiquement comme mentalement. Seul bon point Kini Retegui. C'est vrai que c'était peut-être un point fort de l'Italie il y a quelques années, même ça historiquement on peut le dire, la défense, quand tu vois tous les monstres qu'ils ont eu, ça a toujours été un atout majeur, et là pour le coup c'est presque une inversion. Moi je trouve que les points forts de l'Italie c'est l'attaque.
Quand tu vois la performance de Moïse Kean et même Retegui sur les, euh, les deux matchs et puis même les entrées de Raspadori, ça tient la route, c'est cohérent, c'est pas la meilleure attaque au monde, mais ça aurait pu suffire, enfin ça peut suffire pour te qualifier une Coupe du Monde. Par contre, ouais, la défense, le milieu, pourtant, enfin la défense, t'as du Bastoni, t'as du Donnarumma, t'as du Scalvini, t'as du Calafiori, t'as du Cambiasso, du Di Lorenzo, du Di Marco. Milieu de terrain, t'as du Barella, du Tonali. C'est vrai quand on avait vu la compo italienne, on s'était dit bon, ça tient la route normalement. Et franchement, c'est chaud. Ouais, après, déjà prendre Gattuso, c'est un chèque. Bah, en fait, l'Italie s'est retrouvée un petit peu dos au mur parce que, souvenez-vous, le dernier match de Spalletti après la défaite contre la Norvège, en gros, Spalletti se fait virer et on lui dit attends, on n'a pas d'intérimaire, est-ce que tu peux quand même rester sur le banc pour ce match? Genre vraiment une forme d'humiliation qui est pas du tout correcte. En mode, le mec, il se fait virer, on dit attends, est-ce que tu peux quand même faire l'intérimaire le temps de trouver le match? Et il y a plein de coachs qui ont refusé la sélection, donc Claudio Ranieri qui avait pris sa retraite quelques jours avant avec la Roma, et ils prennent Gattuso. Gattuso qui a une carrière de coach, je sais pas comment la qualifier, mais évidemment qui est très très loin de ce qu'il a pu être comme joueur. Peut-être, et quelqu'un me l'a dit sur Twitter, c'est peut-être une non-popular opinion, mais Gattuso pour une mission sélection plus qu'un entraîneur au quotidien dans un club, c'est peut-être plus son rôle, son job, même si bon là t'en prends 4 contre Israël, t'es pas passé loin. Mais voilà, comme tu le dis Thibaut, Gattuso sur un grand tournoi, je capte l'idée. Moi je suis d'accord. Je pense que c'est peut-être un truc qui peut plus lui convenir. C'est une grosse caricature évidemment, vous le savez, le fameux meneur d'hommes, tout ça. Mais pour lui, je pense que c'est très clairement le cas. Donc pourquoi pas compter sur un bon vieux Gennaro pour souder, pour bouleverser tout ça. On a joué encore des matchs lors de cette soirée, lors de la soirée de lundi, dimanche, etc. Et on a eu quelques beaux résultats. Notamment ce soir. Je l'affiche directement parce que c'est assez historique. La Norvège qui s'offre une victoire 11-1 contre la Moldavie en marquant tous les buts parce que le but moldave c'est un contre son camp d'Ostigard. Waouh, ça a tellement allumé le gardien. 34 tirs, 18 cadrés, 71% de possession, 2 tirs en face, vraiment la folie. Avec un quintuplé d'Erling Haaland. Haaland, on parlait du ratio de Mbappé, on parlait du ratio de Paille, tout ça. Mais franchement, ce gars-là, qui en est à 45 matchs, 48 buts en sélection, qui a déjà marqué plusieurs triplés, plusieurs doublés, là c'est son premier quintuplé, c'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Et encore une fois, on espère que vraiment, on verra cette équipe norvégienne dans une grande compétition. Je dis pas que c'est un favori, je dis pas que c'est un outsider plus, mais quand tu vois certains noms, t'es obligé d'être hyper curieux, de voir quand même un Haaland dans un contexte comme ça. Odegaard pareil, Nusa c'est extrêmement prometteur, t'as aussi Oscar Bob, tu vois franchement sur le banc, en termes de solutions offensives, avec Schelderup et Bob, et même le fameux Telo Asgard. Alors lui, par contre chapeau, parce que il a mis un quadruplé en sortie de banc, c'est quand même pas mal du tout. Telo Asgard, qui est né à Liverpool, 23 ans, milieu offensif, qui joue en première chip du côté des Glasgow Rangers, qui est arrivé cet été en provenance de Luton Town. Et ben voilà c'est parfait. Troisième match, il s'offre un quadruplé, donc pas mal du tout. Et attends, est-ce que c'est un buteur de base? Parce que franchement, il y a des stats qui m'a... Attends, c'est quoi ce fou furieux? Il a fait 35 matchs avec Wigan, 8 buts. La saison d'après, 26 matchs, 8 buts. 17 matchs, 2 buts avec Luton. Et là, il y a toutes les planètes qui s'alignent. Le mec te met un quadruplé en sortie de banc. Après, des fois, tu sais, t'as des joueurs qui sont des hommes d'instant, de match. Et franchement, c'est assez fou ce qu'on a vu, quoi. Je vais dire un truc qui va te choquer, Scipion, mais pour moi, la Norvège a une meilleure attaque que la France, je te le dis. Je peux l'entendre, mais est-ce que faut faire équivalent à équivalent en fait entre Haaland et Mbappé dans ce rôle de neuf? Peut-être que tu vas préférer Haaland, je suis d'accord. Nusa ou Barcola, je mets Barcola devant.
Sorloth par rapport à Dembélé, ou parce que moi je vais peut-être comparer Odegaard à Olise, là c'est peut-être plus kiff-kiff, mais Sorloth par rapport à Dembélé, bon pour moi il n'y a pas trop photo. C'est c'est une grosse take. Je pense qu'on va peut-être pas te suivre là-dessus, mais non, non, quand même, il y a un ou deux joueurs où voilà, mais sinon non. Quand même, on a quand même un très beau matériel. Mais non, non, franchement, cette équipe norvégienne, ça fait longtemps qu'on les a pas vus en grand tournoi. De mémoire, la Norvège, leur dernière participation, c'est l'Euro 2000, je crois. L'Euro 2000. Ouais, c'est ça, premier tour. Sinon, il y a un huitième de finale lors de la Coupe du Monde 98. C'est un premier tour aux USA. C'est un huitième de finale en 1938. En fait, la Norvège n'a participé qu'à 3 tournois et n'a fait qu'un euro. C'est quand même... Bon, il y a de la concurrence, hein, mais c'est quand même assez faiblard, tu vois. T'as quand même eu ouais, t'as quand même de sacrés joueurs, tu vois, du John Arne Riise, du Tore André Flo, le bon vieux John Carew. Ça aurait pu être un Iversen, ça aurait pu être mieux quand même. Après, bon, souvent il tombait chapeau 3, tout ça, il se tapait des gros morceaux. Mais ce qui est sûr, c'est que pour cette génération allant de tout ça, ouais, on a envie de les voir. On a envie de les voir dans ce fameux gros tournoi. Du coup, actuellement, la Norvège. Alors attends, les classements. La Norvège se retrouve première, 5 matchs, 5 victoires, 24 buts, 21 buts inscrits. L'Italie qui a un match de moins que ses adversaires, à 6 points de retard sur la Norvège. Et tu auras cette fameuse finale de groupe entre la Norvège et l'Italie, en sachant qu'avant, la Norvège fait 2 réceptions, Israël et Estonie. Donc pour moi, la Norvège a quand même sécurisé, enfin à moins d'un cataclysme absolu, la Norvège a sécurisé son spot pour la Coupe du Monde. Et faut voir pour l'Italie en barrage. T'as l'Italie qui a déjà des traumatismes derrière Coupe du Monde. Tu vas renvoyer cette équipe en barrage. Bon courage, parce que les gars, là, je pense qu'ils vont trembler. L'Italie, justement, qui nous a offert un match, ma foi, assez détonnant. Déjà que le match contre l'Estonie, bon, ça se termine à 5-0, mais ceux qui ont suivi savent que ça s'est débloqué quand même à l'heure de jeu contre l'Estonie, au-delà de la 100e place au classement FIFA. Donc bon, une perf quand même assez inquiétante. Et là, tu as eu ce match contre Israël. Alors là, c'est parti dans tous les sens. 2 contre son camp. Ils ont été menés au score. Ils ont repris l'avantage 4-2. Puis ils se sont fait égaliser à la fin entre l'autre CSC de Bastoni puis le doublé de Peretz. Et finalement, ils ont réussi à l'emporter avec un dernier but de Tonali. Ouais, vraiment un match, ma foi, t'en vois rarement. C'est vrai qu'on a eu des scénarios un peu fous lors de ces éliminatoires. Et ça nous rappelle, et ça, à quel point le foot de club est très très fort. Mais le foot de sélection offre aussi des émotions. Et même si nous, bon, évidemment, on est peut-être usé par. Ça fait depuis 2012, donc bientôt 14 ans de Deschamps-Ball. Je trouve que le football de sélection, ça nous offre encore une fois beaucoup de belles histoires, de réjouissances, d'équipes et de joueurs à découvrir et de scénarios comme ça. Donc faut pas, tu vois, s'arrêter juste à oui, l'équipe de France c'est des fois ennuyeux. Non, non, enfin quand tu peux voir ce que représente une qualification à une Coupe du Monde pour l'Ouzbékistan, pour la Jordanie, pour le Paraguay, tu vois, qui a fait un jour férié, pour potentiellement le Cap-Vert, tout ça. Non, le football de sélection, je sais que ça use tout le monde. J'ai vu quelqu'un dire ouais, la trêve internationale est finie, mais on en a encore une en octobre. Ça, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Les trêves, il faut réformer. Il faut absolument qu'on arrête ce rythme septembre, octobre, novembre. Ça saccade tout, c'est pas correct. Je préférais qu'on passe à un truc de 2 trêves, peut-être un peu plus allongé. Ce serait relou, mais au moins, tu vois, on n'aurait pas systématiquement 3 pauses. Et le football de sélection, enfin, tu vois, quand on va voir la CAN là en janvier, enfin en décembre-janvier, je suis sûr que ça va être une superbe compète qu'on va kiffer à fond. Là, j'ai hâte de voir ce fameux barrage de fous furieux, euh, le barrage de la FIFA là où t'as une équipe d'Afrique, t'as une équipe Concacaf, enfin t'en as 2 Concacaf, t'en as une Océanie. T'en as une d'Amérique du Sud, t'en as une d'Asie, t'en as une de Mars, de Pluton, du Mordor, enfin, tu ramènes un petit peu tout ce qui peut venir. Ouais, c'est vrai que cette formule, elle va être assez atypique. Mais non, non, enfin, moi, en vrai, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette trêve internationale par rapport à tous les matchs que j'ai pu voir à ces scénarios, comme suite cette victoire de l'Italie sur le fil. Et c'est vrai que quand tu vois l'équipe, encore une fois,
Bon, bah, la fragilité défensive, elle inquiète par rapport au nom. Tu vois Donnarumma, bon, Di Marco latéral gauche, je pense qu'on le préfère tous en piston. Mais Bastoni, Mancini, bon, Mancini, c'est vrai que c'est peut-être plus faible qu'un Calafiori, par exemple. Di Lorenzo, t'as Tonali, Locatelli, Barella. Bon, Locatelli, est-ce qu'on n'est pas sur un des joueurs qui a le plus chuté en termes de niveau et même en termes de déception? Parce que le Locatelli de l'Euro 2021 et le Locatelli qui arrive à la Juve, pour moi, c'est un joueur qui allait franchir un cap et devenir un milieu référent de Serie A et un patron de sélection. Bah, franchement, depuis 4 ans, c'est vraiment une chute. J'ai l'impression qu'il ne retrouvera jamais ce niveau-là. Et si la Juve pouvait s'en séparer cet été, je pense que ça aurait été une bonne idée. Ensuite, bah, comme je vous le dis, là où tu vas peut-être avoir le plus de réjouissance pour cette sélection italienne, c'est l'attaque. Parce que Retegui, ça marche fort, qui a fait 3 passes D. T'as Moiskin qui marque, t'as Raspadori qui fait des belles entrées. Bon, Orsoni, l'entrée était un peu bancale, voire inquiétante, mais ça reste, pour ceux qui suivent la Serie A avec Bologne, ça reste un joueur un petit peu frisson qui peut te évoquer des choses. Donc non, finalement, l'Italie n'a pas cette attaque qui avait pu être la sienne lors de la Coupe du Monde 2006 avec Toni, Totti, Gilardino, Del Piero, tout ça. Mais ça reste quand même Yaquinta, hein. Mais ça reste quand même une attaque intéressante et pour le coup, tu te dis à chaque fois, c'est leur point faible. Et finalement, je pense que c'est vraiment là où ils doivent se reposer. Par contre, la défense, ouais, c'est vraiment un message envoyé qui est un petit peu inquiétant. Candreva me manquerait, un Candreva. Ça, c'est un nom que j'avais pas entendu depuis un petit moment. Ça rappelle quelques heures sombres. Mais oui, encore une fois, l'Italie va devoir vraisemblablement passer par les barrages, à moins d'un effondrement de la Norvège. Et à chaque fois, l'Italie, bah, ça a été à la trappe. On rappelle que ça a été à la trappe contre la Suède pour la Coupe du Monde 2018, que ça a été à la trappe contre la Macédoine du Nord pour la Coupe du Monde 2022. Là, quand même, contre la Macédoine, fallait le faire. Donc ouais, bien sûr on est inquiet, on est inquiet pour eux. Qualification de la Coupe du Monde. Hop, bon après c'est ça, hein, dans cette zone-là, c'est les premiers qui sont qualifiés. Et les deuxièmes de groupe et 4 équipes repêchées de la Ligue des Nations participent à des matchs de barrage de 4 voix, chacune avec 4 équipes et 1. Ok, donc au moins on va repartir sur ça. Donc ouais, c'est vrai qu'on a 12 groupes, donc 12 équipes qualifiées. Et là, tu vas repartir avec du barrage. Potentiellement, c'est quoi un petit peu les adversaires de l'Italie du coup? Histoire qu'on se projette un petit peu sur ce qui peut les attendre en termes de gros bourbiers. Hop. Du coup, potentiellement, bon, l'Allemagne qui s'est loupée, qui va devoir passer contre la Slovaquie, mais l'Allemagne aussi, attention, grosse alerte. La Suède fait un début cata dans son groupe. La Suède qui a fait match nul contre la Slovénie et qui a perdu contre le Kosovo. La Slovénie d'Isaac. Bon, Isaac a été préservé, il n'a pas beaucoup joué parce que je pense qu'il manquait de temps de jeu par rapport à son été particulier entre Newcastle et Liverpool. Mais tu avais quand même une attaque avec Gyökeres et Langa. Tu as quand même une équipe sur le papier qui est supérieure au Kosovo. Ils se sont fait trucider. Donc attention à la Suède, qui est une équipe où pareil, tu as une petite hype par rapport à ce duo-là. Tu nous montres la dernière équipe d'Italie à aller en Coupe du Monde. Stop. Bah attends, si tu veux, je peux montrer. Hein. La dernière équipe de l'Italie à avoir fait une Coupe du Monde. Hop, on va aller voir ça. Alors attends, là c'est pas de suite. De toute façon, c'est Italie-Angleterre 2014. Hein. Ça va être dans ces eaux-là. Hop, Italie-Angleterre Coupe du Monde. Du coup, t'avais Sirigu au cage, Paletta à gauche, Gabriel Paletta. Waouh! Autant qu'Andreva, ça me parle, autant lui, c'est vraiment un truc lointain, quoi. Gabriel Paletta, passé un petit peu par le Milan, il y a une photo à Liverpool. Franchement, c'est waouh. Là, c'est vraiment un souvenir du Vietnam. Daniel De Rossi, Barzagli, Chiellini, Darmian. Je pense que la compo se trompe parce que Chiellini en sentinelle, De Rossi en défense centrale, à moins que ce soit un truc assez audacieux. Marquisio, Verratti, Pirlo, Candreva, Balotelli. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient un gros milieu, mais sinon, l'attaque, c'était pas ouf. Et après, t'avais Thiago Motta, Ciro Immobile, Marco Parolo, Buffon, du Aquilani qui était encore là, Insigne et tout ça. Ouais, c'est vrai que leur dernier match, véritablement, c'est contre l'Uruguay, où évidemment ce diable de Luis Suarez les punit. Ça, c'est vraiment leur dernier match. Au niveau de la compo, t'as Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Verratti, Marquisio, Pirlo, Darmian, Deschigao sur les côtés, Immobile, Balotelli. Ouais, putain, ça
t'auras pas de survivant, quoi. À moins que t'aies un retour miracle de Balotelli Immobilier, j'y crois pas forcément, mais waouh. C'est quand même assez... ouais, ça nous rappelle que c'est même une sélection comme ça qui rate autant de rendez-vous, un pays de foot comme ça, tu m'étonnes que ce soit un traumatisme. Et surtout, ils doivent vraiment, là, le scénario où ils peuvent potentiellement louper encore une fois ce match. Donc, allez, on va aller sur les adversaires potentiels. Slovaquie ou Allemagne. Suède. Mais bon, attention, parce que le démarrage est quand même assez flippant. Ensuite, tu as Danemark, Écosse, Grèce. Donc là, tu auras quand même une équipe relou à jouer. Islande ou Ukraine. Alors évidemment, je pense que l'Islande ou l'Ukraine, ça devrait le faire, mais l'Islande, attention. Géorgie, Turquie, bah tu vois, une équipe de Géorgie qui a de grands progrès sur la scène internationale, qui arrive sans complexe, ça peut être brouillé. T'as Arménie, Hongrie, Irlande. Ouais, Hongrie, c'est jamais simple à jouer pareil. Bon, là, t'as Pays-Bas, Pologne, peut-être la Pologne. Là, t'aurais Bosnie qui est quand même sur un bon bilan, même s'ils ont perdu ce soir contre l'Autriche. L'Autriche qui a un match de moins. Ensuite, bon, là, t'as la Macédoine, mais je pense que la Belgique va passer devant. T'as le Pays de Galles aussi, tu vois. Pays de Galles, c'est relou à jouer. Là, t'as l'Angleterre qui file tout droit vers la qualif très facile. T'as Serbie et Albanie. Là, t'as potentiellement la République tchèque ou la Croatie. Donc, t'as pas de gros cadors. Mais si l'Allemagne et l'Italie se retrouvent en barrage, je sais pas s'ils peuvent se croiser, mais là, ça pourrait faire un drame, quoi. Parce qu'en plus, dans une Coupe du Monde à 48, faut vraiment le vouloir pour pas se qualifier, quoi. Ça, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Donc, on verra un petit peu ce que cette squadra Azzurra aura à nous offrir. Mais non, sinon, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Je crois que l'Angleterre, on a passé 5 à la Serbie. Un gros score des Anglais, avec des buts de Kane, de Madueke, de Konzaghi, la charnière, et Rashford qui marque sur penalty. Ouais, t'as quand même une équipe, bon, ça a pas mal tourné, mais tu vois, t'as un double pivot, Declan Rice, Elliot Anderson. Derrière Kane, j'aime beaucoup les profils de Gordon, Rogers, Madueke. T'as Livramento, Guy Konza, Rhys James, Pickford au cage. Et sur le banc, t'as eu les entrées d'Anderson qui est revenu, t'as Rashford, t'as Jay Spence, t'as Watkins, t'as Bowen, bon, t'as Bellingham évidemment. En fait, c'est vrai que là, t'as beaucoup de monde à faire revenir. T'as Bellingham, t'as Foden, t'as Saka. Après, on sait que Foden-Bellingham, lors de l'Euro, il s'était un petit peu marché dessus. Donc, c'est peut-être un choix fort à effectuer. Mais ouais, t'en as du vivier là aussi. Et bon, on sait que l'Angleterre, le plus dur, c'est d'aller au bout. T'as le Portugal qui s'est offert un petit scénario bien sympathique contre la Hongrie, victoire 3-2, avec des buts de CR7 qui enchaîne encore une fois. CR7 et son fameux record de buts à plus de 140 pions en sélection qu'il entretient bien. T'as Cancelo qui a marqué à la fin, un joli but. Et Cancelo qui a une vraie tête brûlée, qui est un joueur difficile à gérer, mais un vrai talent pur. Si lui, pareil, je sais pas si on aurait pu un petit peu mieux l'encadrer ou s'il aurait pu mieux gérer, mais quand tu vois ce qu'il sait faire sur le terrain et la carrière finalement un petit peu décevante, la trajectoire, c'est une vraie frustration de le voir un petit peu gâcher son talent. Mais après, bon, dans cette équipe portugaise, il peut avoir son mot à dire. Sinon, c'est vrai que tu as João Neves et Vitinha qui ont joué. Les Parisiens, ça peut vous intéresser, qui sont sortis. Mais on sait que Nuno Mendes qui a fait 90 minutes. Là, attention, tu sais que maintenant, la moindre blessure, le moindre pépin physique, le moindre temps de jeu en sélection, tu vas le surveiller. Et non, ils s'en sont sortis. C'est vrai que la Hongrie, c'est une équipe intéressante. Ils nous ont déçus à l'Euro, mais ça reste une équipe qui a des qualités. Enfin, quand tu vois du Slobozaj, du Miloš Kerkez, ce bon vieux Barnabas Varga devant. Non, franchement, c'est le genre d'équipe qui est vraiment relou à jouer. Et même s'ils sont passés à côté lors de l'Euro, là, je trouve que c'est une équipe qui va peut-être s'offrir un petit barrage. Et là, tu vois, par exemple, un Portugal qui est supérieur, ok. Mais une Italie ou une Allemagne qui ont moins de certitude, ça, pour le coup, ça peut être un morceau qui est relou. Ouais. Ça, je suis d'accord avec vous. Après, bon, on avait eu des résultats quand même la veille. C'est vrai que la Croatie, on n'en parle pas. Parce que dans leur groupe, tu vois, ils sont pépères. Ils vont se qualifier, je pense, sans trop de soucis. Tu vois, ils sont à 4 victoires en 4 matchs. Bon, ils doivent encore affronter la République tchèque. Mais normalement, je pense que ça va le faire pour la première place. Mais la Croatie, qui joue encore avec Modric, mais qui petit à petit intègre des jeunes joueurs. À l'image de Susic au milieu de terrain, qui fait un bon début de saison avec l'Inter.
Franjo Ivanovic, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise qui a été transféré à Benfica. T'as toujours les tontons qui sont là, Modric, Perisic, Kramasic, même Stanisic, tu vois, ça reste jeune, Livakovic, tout ça. Mais tu vois, de temps en temps, t'as quand même des jeunes joueurs qui s'intègrent petit à petit, et on sait que le vivier croate n'est pas extensible, mais pour le coup, c'est quand même, ça force le respect. Et même comme tu le dis, évidemment, à Pagnan, t'as également sur le banc du Baturina, qui est un très jeune joueur qui a été transféré à Com cet été. Ouais, tu vois, même le banc, tu vois, t'as Ante Boudimir, qui est un très bon buteur de Liga. Je pense que les suiveurs du championnat espagnol le savent bien. T'as Lovro Mayer, t'as Nicolas Moro. Ensuite, t'as aussi du Borna Sosa, qui a été transféré cet été à Crystal Palace. T'as du... T'as Pasalic qui est 2 fois à Mario. Il y a Mario Pasalic et il y a Marco Pasalic. Je sais pas s'il y a un lien de parenté, mais on est pas loin quand même, tu vois, de l'histoire assez intéressante, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lien de parenté, mais j'ai failli avoir un bug, quoi. Comment ça, le mec est à la fois titulaire et sur le banc? Donc non, c'est bien un autre joueur. Mais non, franchement, la Croatie, tu vois, ils vont, euh, ils vont pouvoir s'offrir encore une fois une Coupe du Monde, une équipe sympa. Il leur manquera peut-être encore une fois un petit peu de profondeur de banc, mais tu vois, sans faire de bruit, eux, ils sont toujours là, quoi. Et ça, c'est quand même une belle stabilité à souligner. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu comme autre résultat? Bon, après, on va remonter un peu plus loin à dimanche, mais bien sûr, cette démonstration de l'Espagne, je pense que vous avez tous vu ça. L'heure de jeu que l'Espagne a envoyée, pour l'instant, ça reste la perf collective la plus choquante que j'ai vue de la saison. Et franchement, il va falloir s'accrocher pour faire mieux. Je pense qu'il y a d'autres équipes, il y a d'autres matchs en Ligue des Champions où je vais être OK. La défense turque, c'était pas possible. Mais sincèrement, le niveau de l'Espagne, waouh, c'est sacrée équipe. Sans avoir évidemment ce fameux 9 référent comme d'autres peuvent l'avoir, mais quand tu vois le niveau de Oyarzabal, quand tu vois le ratio de Torres qui a intégré le top 10 des meilleurs buteurs de la sélection espagnole, quand tu vois Mikel Merino qui s'offre un triplé, et lui pareil, hein, en termes de finition pour un milieu de terrain, c'est quelque chose d'assez fort, quoi. Grand favori pour la CDM. Bah, je pense, de toute façon, on l'a dit la dernière fois, hein, l'Espagne se détache clairement. T'as l'Argentine, t'as le Portugal qui est pas loin, t'auras évidemment des gros morceaux comme la France, l'Angleterre, tout ça. Et ouais, l'Espagne, c'est waouh. À 100% cette équipe. C'est pour ça que j'ai envie de voir un Espagne-Argentine ce que ça donne, parce que c'est quelque chose. Et ouais, évidemment, la perf de Pedri, Pedri, c'est. Tout le monde le dit, c'est le football, mais oui, les gens ont raison. C'est génial, c'est juste un bonheur à voir jouer. C'est quelqu'un qui sait tout bien faire. C'est un crack. Si en plus, voilà, il peut te débloquer des situations à ce moment-là, enfin, c'est très très fort. Franchement, c'est. Et même à cette équipe, tu rajoutes un gars comme Dino Hysén, qui a été transféré au Real cet été, qui monte clairement en puissance. Pedro Porro aussi, qui est un très bon joueur à Tottenham. Ouais, franchement, ils ont une sacrée équipe. Bon, t'as Nico Williams qui est sorti blessé malheureusement. Mais t'as un petit banc sympa, avec du Fermin, avec du Ferran, t'as Rodri qui est là, t'as Carvaral voilà, en backup, t'as Dani Olmo quand même, c'est pas rien. Quand on a vu l'Euro de Dani Olmo, tu vois, tu peux aller chercher même du Gavi, tout ça. T'as Koubarsi évidemment, donc même Grimaldo. Donc tu vois, franchement, le 11 tient la route, et le banc c'est fort, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a cette fameuse finalissima, c'est vrai que l'Argentine avait déchiré l'Italie lors de cette première finalissima, et la finalissima Argentine-Espagne aura bien lieu en 2026. Hop, bon bah voilà, en juin 2026, juste avant le match. Oula, c'est quand même particulier, quoi. Bon, après, là, j'ai l'impression que c'est pas. Pourrait avoir lieu. Bon, t'as pas encore. Ah, là, il y en a un qui dit c'est vraiment le 21 mars 2026. C'est vrai que ça pourrait être juste avant, quoi. Donc c'est quand même un trophée à aller chercher. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pour moi les 2 meilleures sélections au monde actuellement. Donc ouais, on a envie de voir ce que ça donne. Si l'Espagne va pas en barrage, à mon avis, ils ont une petite marge là-dessus, et je pense qu'ils vont l'éviter, les Espagnols. Parce qu'ils sont quand même assez supérieurs. Non, non, franchement, la démonstration de l'Espagne, elle est assez choquante. Quelqu'un voulait qu'on parle du succès du Danemark contre la Grèce. Évidemment, vous connaissez la théorie, hein, lors du dernier live. On a bien hypé la Grèce. On a dit que c'était une équipe sur le papier sympa, avec Karetsas, avec Pavlidis, avec Bakasetas, avec Tsimikas, tout ça. Hop,
Match suivant, défaite 3-0 contre le Danemark, 4 tirs dans le match, un cadré, ils se sont fait désosser. Bah voilà, hein, après, écoutez, il faut le reconnaître, hein, on s'est peut-être trompé, peut-être que contre une adversité plus forte, ça peut se faire avoir. T'as aussi des jeunes joueurs, hein, comme Karetsas, comme aussi l'attaquant qui a été transféré à Brighton cet été pour 35 millions d'euros, qui vont, tu vois, grandir. Mais contre une équipe expérimentée contre la Norvège, ça ne passe pas. Et c'est que la Norvège a fait un très beau succès. Tu peux voir qu'il y avait Mika Bierret en pointe, avec Damsgaard, le petit prince de l'Euro 2021 qui était présent, Victor Frolt. Ça, si vous avez suivi la vidéo sur les équipes à suivre de la saison, vous savez que c'est un jeune joueur que j'apprécie énormément, qu'on surveille de très 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 près. Franchement, le milieu de terrain qui a été recruté à Copenhague par Porto, il me plaît beaucoup dans son activité. Même la défense, c'est vrai que la défense, Maleux, Christensen, Andersen, Christensen, le Christensen du Barça, le Christensen de Francfort, c'est pas mal. T'as Højlund qui est entré, qui a marqué. T'as ce bon vieux Patrick Dorgu qui est international danois qui est là aussi. T'as Jakob Brun Larsen, t'as Matt O'Reilly, t'as ce bon vieux Albert Grønbæk. Et même sur le banc, tu vois, t'as Luca Høgsberg, le défenseur qui a été transféré cet été à Strasbourg. T'as le bon vieux Yannick Vestergaard. T'as Kasper Dolberg. T'as du monde. T'as quand même un petit peu de banc aussi. C'est vrai que le Danemark, franchement, pas mal du tout. Moi, j'étais très déçu de leur Coupe du Monde et même de l'Euro. C'est pour ça que je ne les mentionne pas plus haut. Mais là, pour le coup, si tu intègres des petits jeunes joueurs comme Bierret, Froholt, et que tu arrives peut-être à relancer du Højlund, et même Matt O'Reilly, Grønbæk, Dorgu, c'est de la jeune génération. Ouais, franchement, le Danemark, Danemark minimum quart. Danemark en outsider, ça, pour le coup, c'est toujours une pièce à mettre. Le problème, c'est quand tu mets des pièces sur les outsiders, souvent ils te trahissent. Mais c'est vrai que là, ils ont envoyé un vrai beau match. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, après, je pense qu'on a à peu près tout dit. Bon, t'as l'Allemagne qui s'est rassurée en battant l'Irlande du Nord. Ils se sont fait un petit peu peur parce que Niabré a marqué tôt. Après, il y a eu l'égalisation de Price. Ils ont dû attendre la 69e avec le but d'Amiri sur un petit cadeau. T'as Wirtz qui a marqué un très beau coup franc. Mais tu sens que l'Allemagne est encore... voilà, c'est pas parfait. Et qu'ils vont devoir eux aussi bien lutter pour... de toute façon, tu vas avoir un match couperé contre la Slovaquie au retour. Et c'est à ce moment-là où tu ne devras pas te louper. La Slovaquie qui a gagné à la dernière minute contre le Luxembourg. C'est peut-être là où tu vois la Slovaquie, s'il lâche pas beaucoup de points en route, attention à ce fameux match au retour parce que Slovaquie qui a gagné 2, là pour le coup peut-être la différence de but ça peut rentrer en cours, ça peut rentrer dans l'équation quoi. Mais ouais tu vois, t'as une équipe où t'as quand même des noms. Et franchement, Baumann au catch, ça me rassure pas. Rodiger derrière, je suis pas convaincu. Je trouve qu'il a vraiment décliné de fou. Ouais, même, tu vois, Koch, Rome, Anton, c'est des bons joueurs de Bundesliga, bons joueurs de devoir, mais pour une sélection contre l'Allemagne, qui a connu vraiment de sacrés monstres à ce poste, là, t'as un vrai déclin. Après, offensivement, il faut que Voltema, de toute façon, qui doit digérer un changement de statut absolu, ça va pas être simple. Wirtz, c'est très bien ce qui lui est arrivé avec ce coup franc et que voilà, ça se termine bien pour lui parce qu'on sait qu'il y a énormément de pression entre Liverpool et l'Allemagne en temps le retour de Musiala. Et sur le banc, tu fais entrer Amiri qui a été buteur, t'as Bayer, t'as Goretzka, t'as Jonathan Tah, sinon t'as Adeyemi, t'as Stiller qui sont restés sur le banc, Mittelstadt, Heinrich. C'est vrai que pareil, le matériel allemand, c'est pas dingue quoi. Franchement, attention à Nagelsmann et attention potentiellement à ce barrage qui pourrait les trahir. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un tour assez complet sur la zone Europe. Je propose qu'on aille voir évidemment ce qui s'est passé en Afrique aujourd'hui, avec énormément de matchs qui comptent dans la course à la qualification. Il y a des grands gagnants, comme le Sénégal, comme le Cap-Vert, comme la Côte d'Ivoire, comme l'Égypte. Il y a aussi de très très gros perdants. Quand on parle de perdants, il y en a qui peuvent encore accéder au barrage. Ah, la Belgique, désolé. C'est vrai que vous voulez peut-être qu'on dise un petit mot sur la Belgique. Moi, c'est vrai que après, je pourrais faire un tour plus complet. Mais la Belgique, juste, en fait, j'en ai parlé dans hors-jeu. C'est pour ça que, tu vois, je confonds des fois mes petites interventions entre ici et là. Mais non, la Belgique de Rudy qui a déroulé contre le Kazakhstan avec, voilà, tu vois, une équipe l'intégration de Kuiper, Tielemans qui fait le lien entre la génération dorée et les plus jeunes, Doku, ça lui fait du bien. Et puis tu vois, tu as des jeunes joueurs comme Malik Fofana qui arrive, Charles Van Hout, la sentinelle qui est arrivé à Nice.
Salmakers, tu vois, qui fait des bonnes choses avec Milan. Tu vois, sur le banc, tu as encore du De Winter, tu as du Diego Moreira, tu as du Luis Openda. Tu retrouves un petit peu de profondeur. Après, c'est toujours la défense, moi, qui m'inquiète. Peut-être qu'il va te manquer, peut-être aussi. Bon, t'as Onana qui va revenir, et ça, au milieu de terrain, ça peut te faire du bien. Mais c'est vrai que t'es toujours sur un fil. Tu peux être sur un fil, mais j'ai l'impression que ça se passe bien pour Rodi ses débuts. Je l'ai toujours dit, la Belgique ne peut pas peut-être avoir le meilleur vivier au monde, c'est compliqué, mais t'as quand même des joueurs que d'autres sélections aimeraient posséder. Et là, t'as quand même du matériel très très sympa. Donc c'est bien pour lui que ça se passe bien. Et puis bon, s'il réussit à installer deux trois joueurs, que t'as De Ketelaere, tu vois, qui est une vraie alternative à Lukaku. Si t'as De Bruyne, tu vois, qui peut faire son last dance cet été. Si Doku retrouve des sensations, si Fofana, tu le fais rentrer en dernier homme, enfin en super sub à 65e, 70e, vu ses qualités, ça peut te faire une différence. Ouais, c'est vrai que t'as Lavia. De toute façon, t'as un milieu de terrain qui peut être intéressant. Mais bon, il va falloir nous prouver plus parce que les dernières performances de la Belgique, c'est ce 8e contre la France à l'Euro qui était un peu ignoble. C'est l'élimination en phase de groupe de la dernière Coupe du Monde. C'est l'élimination en quart contre l'Italie à l'Euro. Tu vois, tu restes quand même sur ta fin depuis pas mal de temps. Donc sur le papier, c'est bien. C'est très bien voilà, t'as du jeu, t'as de l'envie, t'as des bonnes intentions. Mais on sait que cette équipe, bah, c'est un petit peu les matchs couperés. On va devoir être voilà, on va juger ça, quoi. Mais bon, ils vont être à la Coupe du Monde. Ils commencent à faire petit à petit une transition avec une nouvelle génération. Il y a des joueurs sympathiques qui arrivent, hein, parce que la Jupiler Pro League connaît un développement fantastique. Et tu vas pouvoir t'appuyer sur un petit capital de jeunes. Mais maintenant, voilà, est-ce que tu vas pouvoir rivaliser avec l'Espagne, avec l'Argentine, avec les meilleures sélections, avec ce matériel-là? C'est toujours la question. Mais voilà, s'ils se font violence, ils peuvent faire, tu vois, quoi qu'il arrive, ils peuvent faire mieux qu'un 8e à l'Euro ou une phase de groupe en Coupe du Monde. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Comme je vous disais, je voulais qu'on parle évidemment de ces résultats en Afrique qui sont extrêmement déterminants, avec le Sénégal qui va battre le Congo 3-2, et je vais afficher juste après les groupes, vous allez le comprendre. Le Nigeria qui ne bat pas l'Afrique du Sud, ça aussi c'est un résultat extrêmement intéressant, parce que l'Afrique du Sud se rapproche d'un retour à la Coupe du Monde depuis qu'elle l'avait organisé en 2010. On s'en souvient, le but de Tsabala, les vous êtes là, la chanson de Shakira, tout ça. L'Égypte, qui est pas loin aussi de la vérité, en faisant 0-0 contre le Burkina. Et le Cap-Vert, ça quand même c'est une sensation. Le Cap-Vert qui pourrait décrocher sa première qualification en Coupe du Monde, qui a battu le Cameroun. Et voilà, c'est vrai que ça pourrait être historique pour eux. Et le Gabon, c'était une finale de groupe entre les deux, la Côte d'Ivoire qui a sécurisé le nul, et ils s'offrent un petit matelas sur leur adversaire. Du coup, comme je vous disais, en Afrique, on rappelle, le premier est qualifié directement. Hop, t'as 9 groupes, le premier est qualifié. Ensuite, c'est les 4 meilleurs deuxièmes qui s'affrontent dans un tournoi avec 2 demi-finales, une finale. Et cette équipe, elle n'est pas encore qualifiée pour la Coupe du Monde, puisqu'elle va disputer ce fameux barrage de Coupe du Monde avec, voilà, comme je vous le disais, des équipes qui viennent un petit peu partout. Donc tu as une équipe d'Océanie qui est la Nouvelle-Calédonie, tu as une équipe comme Mebol, on saura le verdict cette nuit entre Venezuela et Bolivie. Tu as 2 équipes CONCACAF, les 2 meilleurs 5e du 3e tour. Tu as une équipe asiatique et tu as une équipe, du coup, africaine, en sachant évidemment que tu auras un score protégé, enfin un classement protégé. En gros, si par exemple on a le Congo qui a un bon classement au niveau international, voilà, est avec la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie, il y a un moment où le Congo aura juste une finale à jouer si le Congo réussit à gagner son petit tournoi face à 3 autres équipes africaines. Donc là, vraiment, ça ne va pas pardonner. Du coup, à l'instant, on parle. Le Maroc et la Tunisie sont qualifiés. L'Égypte, il reste 2 journées à jouer, à 5 points d'avance sur le Burkina. Ça sent très très bon. Le Sénégal a 2 points d'avance sur le Congo. Ça sent très très bon. Le Sénégal qui doit encore jouer contre le Soudan du Sud et la Mauritanie. Donc il faut encore finir le job. Soudan du Sud qui a 3 points en 7 matchs et Mauritanie 5 points en 7. Donc peut-être 2 équipes entre guillemets déjà en vacances. Ensuite, le groupe C, et ça c'est très important, puisque l'Afrique du Sud a tenu en échec le Nigeria. Le Nigeria, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un système de meilleurs deuxièmes. Le Nigeria pourrait ne pas être parmi ces 4 meilleurs deuxièmes, et on pourrait avoir un Nigeria totalement absent de la Coupe du Monde et de ses barrages. Alors,
c'est vrai que le Nigeria, on l'a souvent dit, c'est une très belle attaque et des fois c'est une défense un peu bancale. Voilà, quand tu vois l'équipe, quand même, ce serait fou de ne pas voir au moins cette équipe en barrage, en sachant qu'Osimhen s'est blessé contre le Rwanda et n'était pas là. Mais tu vois, quand même, tu as l'équipe où tu as des noms qu'on connaît. Bassé, défenseur de Fulham, Olaina, défenseur de Nottingham, Ndindi, qui a été longtemps à Leicester, qui a signé du côté de Besiktas, t'as Lookman à l'Atalanta, même s'il a eu un été particulier, t'as Iwobi de Fulham, t'as Moses Simon du PFC, t'as Dessers, attaquant qu'on connaît un petit peu, t'as sur le banc du Chukwueze, du Uche, du Oro Kodare, tu vois, t'as quand même du beau petit monde, et ça pourrait ne pas suffire, en sachant que t'as peut-être d'autres que tu peux rajouter, comme Boniface, même si on sait que Boniface, il y a un état physique particulier, mais le Nigeria, et très très loin. Enfin, il y a vraiment un monde où ils sont pas en barrage et ce monde est plus que possible. Là, les probabilités, je pense qu'elles sont aux alentours de 75-80%. Donc, ils sont bien bien ratés. Et ouais, c'est fou quoi. Ça n'a pas été mis à jour, mais le Bénin a gagné, troisième pour l'instant devant le Niger. Oh là là, attends, mais vraiment, c'est terrible pour eux. Ouais, le Bénin qui a gagné contre le Lesotho. Donc, même pour le Nigeria, tu vois, ils vont même terminer deuxième. Ça va être assez fou. T'as le Cap-Vert qui a battu le Cameroun, qui n'a plus que 2 points et normalement une victoire à sécuriser, soit contre la Libye, soit contre l'Eswatini. Et fait voir juste le classement de ses adversaires. Eswatini qui est dernier avec 2 points. Et la Libye, tu vois, qui est juste derrière. Donc Libye, ok, mais Eswatini, t'as juste à prendre une victoire et c'est bon, t'es à la Coupe du Monde. Ce qui serait dingue pour, encore une fois, ce pays de 500 000 habitants, les petites îles dans l'Atlantique. Ce serait vraiment un truc assez fou. T'as le Maroc à sécuriser sa place, donc ça, ok. T'as la Côte d'Ivoire qui a fait un résultat très important contre le Gabon, qui n'a pas perdu et qui va garder vraiment son destin entre ses pieds pour aller jouer retrouver la Coupe du Monde. Pareil, la Côte d'Ivoire, ça fait depuis 2014 qu'on ne les a pas vus. Donc franchement, c'est assez fou. Ouais, Osimhen blessé, il s'est pété, enfin il s'est fait une grosse blessure contre le Rwanda. Je sais pas pour combien de temps il en a avec Galatasaray, mais ouais, la blessure était assez sérieuse. T'as l'Algérie qui, pareil, même s'ils ont fait un match nul un peu pas ouf contre la Guinée, l'Algérie qui est à 4 points d'avance et ils vont encore affronter la Somalie et l'Ouganda. Bon, l'Ouganda, on sait que c'est jamais simple à jouer en Afrique, mais la Somalie qui est dernière avec 1 point. Donc pareil, t'as juste besoin d'une victoire. On sait que l'Algérie a déjà vécu des scénarios fous en CAN, en barrage de Coupe du Monde. Là, il faudrait vraiment un cataclysme absolu pour ne pas y être. Et puis, tu as la Tunisie qui s'est qualifiée direct dans un groupe où il y avait quand même, tu vois, la Guinée équatoriale qui a été une des surprises de la dernière CAN, où tu as la Navy Libéria. Donc, la Tunisie a fait le job. 7 victoires, 1 nul. 13 buts marqués, 0 encaissés. Franchement, performance de patron. Bravo à eux. Ensuite, tu avais un groupe qui était assez relevé, avec le Ghana, Madagascar, les Comores et le Mali. Le Mali qui est quatrième. Le Ghana qui a besoin plus que d'une victoire pour valider son ticket. Donc ça va être assez intéressant. Et là, à l'instant précis, ce qui est bien, c'est qu'il nous offre le classement des meilleurs deuxièmes. Et ce que je vous disais, bon, le Nigeria est passé derrière le Bénin, mais le Nigeria, sans cette victoire, il serait même huitième. Tu vois, t'as pas mal d'équipes devant. Donc pour l'instant, les meilleurs deuxièmes, c'est le Gabon, c'est Madagascar, c'est la RDC et c'est le Burkina Faso. Le Cameroun n'est pas parmi les meilleurs deuxièmes. Donc attention aux bêtises. Ça peut aller très très vite, cette histoire, quoi. Évidemment, il faut qu'on s'arrête sur le match un petit peu sensation de cette 8e journée et qui était la finale attendue. C'est vrai que quand j'ai vu le programme, ce RDC Sénégal me chauffait bien. Ben, j'ai pas été déçu parce que même si le match s'est déroulé dans des conditions assez particulières, je sais pas où est-ce que vous avez suivi la rencontre. Moi j'étais sur la chaîne L'équipe parce que j'ai un abonnement à L'équipe et j'ai vu L'équipe live, ils diffusent le match, tant mieux. Et là, il n'y a pas de son, il y a juste le commentateur qui est dans une cabine avec un son assez faible. Donc après, le pauvre, vraiment il a dû se débrouiller avec les moyens du bord. Mais quand tu sais que le stade des Martyrs, c'est 100 000 places, et je pense qu'il devait être 150 000 dedans, que sur les buts de Bakambu, sur les buts de Wissa, je pense que ça a dû gueuler. Et j'ai vu d'ailleurs sur Twitter les extraits passer, vraiment le son, le vacarme, le boucan, c'est assez fantastique. Et le Congo, tu vois, qui s'enflamme, qui s'embrase, qui vraiment fait une perf très très bonne.
Et après, bah, très très vite, et ça je pense ça leur a jeté un petit coup de froid, le but de Pape Gueye avec bah voilà, Iliman Ndiaye qui trouve le poteau et derrière Pape Gueye qui suit très très bien. Et ensuite, bah, ça a été un petit peu la déconfiture où tu sentais que malheureusement, match en jeu, les jambes ont été lourdes. Ça n'a pas été évident d'assumer bah, ce poids de la pression, même de l'histoire pour ce pays, de pouvoir retourner en Coupe du Monde. Et c'est dommage. Après, bah, encore une fois, ils vont peut-être être barragistes. Et je pense que si on revoit peut-être les barragistes, tu vois, bon, le Gabon, ils font une très très belle campagne. T'as aussi Madagascar, t'as le Burkina, attention Cameroun. Mais en vrai, tu vois, enfin, sur le papier, la RDC, pour moi, le meilleur deuxième. Enfin, je pense qu'ils ont quand même des atouts. Après, je me méfie du Cameroun parce que le Cameroun, c'est le continent. Hein. Ils savent se réveiller dans les moments où il faut. Et bah, le Sénégal, pour revenir sur ce match, a pris un peu plus confiance. D'ailleurs, bah, si on reparle juste du but, Bakambu qui enchaîne roulette sur Koulibaly et puis pétard dans la lucarne de Mendy. L'enchaînement est très très beau. Ouais, c'est ça, la RDC manquait clairement de jus à partir de l'heure de jeu. Ouais, je pense que ça a commencé un petit peu à faillir. Le banc n'a pas forcément eu son apport escompté. Et dans l'autre sens, pour le Sénégal, bah, le but de Jackson, qui est pareil, un geste d'instinct presque pointu, premier poteau, entrée de surface, qui est vraiment bien senti. Chapeau. Et puis après, bah, on rappelle qu'à 2-2, la RDC gardait sa première place. Et là, pour le coup, je sais pas, je pense que ça c'est compliqué. T'as l'entrée de Sabali, premier match, première action, débordement, et t'as Papin Tarsar qui reprend ça pour couper premier poteau. Donc voilà, je suis passé entre-temps, bah, j'ai regardé le match sur l'équipe, puis après pour l'ambiance, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a donné un lien pour suivre le match sur YouTube et commenté par des Congolais, donc je suis pas déçu. Et bah, sur le but de Papin Tarsar, il y avait plus de son, et je me suis dit merde, c'est mon appli qui bug, c'est YouTube qui bug. Malheureusement, je pense que même les commentateurs étaient climatisés parce que bah, c'était chaud quoi. Enfin vraiment, t'imagines, tu prends ce genre de scénario à la maison alors que t'as mené 2-0 et que t'étais bah, hyper enthousiaste, ça fait mal au crâne quoi. Le Sénégal a trop de qualité par rapport à la RDC quand même, des joueurs de PL, de Liga, gardiens de Ligue 1 sur le banc. Oui, c'est vrai que si on compare les effectifs, oui, je pense que le Sénégal a plus d'atouts, mais c'est vrai que le Congo travaille bien, a fait de belles cannes. T'as Deux Sabres, qui est un coach qui a pareil du bon boulot en Afrique. Je peux comprendre que tu vois sur la dynamique, la RDC était un bel outsider dont il fallait se méfier. Mais voilà, c'est le Sénégal qui a vraiment su sortir le match qu'il fallait au bon moment. Parce que bah franchement, c'était pas simple à 2-0 de se remettre dedans. Et évidemment, je voulais juste qu'on s'arrête sur Iliman Ndiaye, parce que le match qu'il a envoyé Iliman Ndiaye, bah c'est très très fort. Franchement, son équipe, sa sélection avait besoin d'un patron, d'un joueur qui réveille tout ça. Et honnêtement, les prises de balles, les appuis, les dribbles, enfin vraiment, dans un tel contexte, lui, il s'est pas caché. Il a provoqué, il a essayé. Et là, c'est le Iliman Ndiaye d'Everton. Il y aura toujours des regrets sur son passage à Marseille. Certains vont dire que c'est parce que le contexte collectif de cette saison n'était pas bon. C'est vrai que l'OM avait terminé 8ème de Ligue 1. Bon, ils avaient fait quand même demi-finale d'Europa League, mais dans le jeu, c'était très compliqué. Que bah, lui, forcément, il est arrivé à ce moment-là où Marcelo est parti au bout de 5 journées. Ça n'a pas été évident de se faire une place. On a vu des étincelles, mais c'était pas assez suffisant. Par contre, moi, comme d'habitude, je pense que les torts sont partagés et que peut-être que le contexte marseillais, le collectif n'était pas bon. Lui aussi, je pense qu'il y a eu trop de pression parce qu'on sait que Marseille, c'est son club de cœur, c'est là où il voulait réussir. La fameuse vidéo de présentation, les jongles devant la gare Saint-Charles, tout ça, le storytelling était parfait. Sauf que des fois, je vous le dis souvent, il n'y a pas de mauvais joueurs que des mauvais contextes. Iliman Ndiaye, c'est sûr que c'est pas un mauvais joueur. Et pour le coup, ça crève les yeux. C'est juste que ouais, le moment n'était pas bien choisi et c'est beaucoup de regrets parce que ce qu'il montre avec Everton, ce qu'il montre avec le Sénégal, bah, tu vois un très très bon joueur de ballon. Enfin franchement, je vous avoue, je suis hyper enchanté. C'est bluffé. Et bah tu vois, un atout comme ça pour le Everton de David Moyes qui, voilà, je pense que ça peut être une équipe qui peut embêter pas mal le monde cette saison. Et après, on verra pour la suite, selon ses performances avec le Sénégal, selon sa saison. Mais Iliman Ndiaye, si à l'été 2026, il va voir plus haut, il a son gros transfert à 70 millions, 75 millions en PL, je serais pas du tout étonné. On sait que dans les derniers instants du mercato, l'Inter a approché Everton pour le recruter. Je pense que Iliman Ndiaye, sur ce qu'il montre en termes de joueur de ballon, ouais, il a sa place dans une belle écurie européenne. Ça, j'en suis
convaincu. Mais j'avoue que ce match-là, bah, franchement, j'étais scotché, quoi. Et comme le disait quelqu'un, c'est vrai que le milieu de terrain, Pape Gueye, Idrissa Gueye, Lamine Camara, et tu fais rentrer Pape Matar Sarr qui te délivre, et même Habib Diarra aussi. C'est vrai que le matériel du Sénégal au milieu, waouh, franchement, c'est quelque chose. Maintenant, on va voir, c'est quoi les derniers matchs peut-être du Sénégal pour confirmer la qualification. Donc le Sénégal a 2 points d'avance sur RDC. Et ouais, c'est ça, Soudan du Sud et Mauritanie. Donc là, ils vont devoir faire le job. On va devoir confirmer. Mais là, c'est plus dur, quoi. T'as gagné en étant mené 2-0. C'est une bouffée d'oxygène assez folle. Ça, je pense qu'on va être tous unanimes là-dessus. Il fallait qu'on s'arrête sur cette performance du Cap-Vert, quand même. Assez historique. Le Cap-Vert qui tape le Cameroun avec un succès 1-0. Et ce but de Livramento, je vous invite à aller voir le match, surtout le but que le Cameroun encaisse. C'est Livramento qui, des boulevards dans l'axe, il trace 50 mètres avec le ballon, personne ne l'arrête, mais très inquiétant de le laisser partir comme ça. Avec Onana, c'est vrai qu'il ne sort pas, mais c'est historique pour le Cap-Vert, comme c'est assez inquiétant pour le Cameroun, qui a quand même une équipe très intéressante, au moins sur le papier. Toi, Jamie Matal, bon, la compo là c'est un peu n'importe quoi parce que t'as Zambo en pointe, t'as Aboubakar milieu gauche, Mbomo milieu droit, mais t'as quand même, tu vois, t'as quand même du matériel avec Baleba, Zambo, Mbomo, Aboubakar version Cameroun. Même tu peux aller avec du Nkoudou, tout ça. Même sur le banc, t'as Magri, t'as Namasso, enfin, bon, c'est pas non plus des cracks absolus. Castelletto, tout ça. Mais c'est vrai que bah, le Cameroun est passé à côté de son rendez-vous. Et maintenant, bah, pour le Cap-Vert, on l'a vu, ils ont plus que besoin d'une victoire, ils ont des adversaires hyper abordables. Le Cameroun qui est pas parmi les meilleurs deuxièmes, attention, ça peut être compliqué pour eux. Mais quand tu vois certains joueurs de l'effectif du Cap-Vert, ça fait plaisir. Genre quand tu vois du Ryan Mendes, l'ancien du LOSC, du Havre qui est toujours là à 35 ans. Quand tu vois Jovan Cabral, c'est un nom qui nous parle. Steven Moreira, pareil, ancien de Rennes, Toulouse. T'as Bébé, bon, Bébé il est pas là, je sais pas s'il reviendra pour la sélection, ça pourrait être, enfin pour la Coupe du Monde potentielle, ça pourrait être assez fou. T'as Vozinha c'est un gardien qui a 39 ans, qui a sorti 2-3 parades, enfin pareil, tu vois, ce genre de parcours assez fou. Vozinha, il vaut 50 000 euros sur Transfermarkt. T'as déjà vu un mec valoir 50 000 euros sur Transfermarkt? Enfin, c'est quand même assez dingue. Le mec, il joue en D2 portugaise. Et tu vois, ça a été un des héros de la qualification. Ça, je trouve ça super beau de se rendre compte, quoi. Julio Tavares, bon, il est reparti à Dijon. Je suis pas sûr qu'il puisse peut-être revenir faire cette belle histoire avec le Cap-Vert. Ce serait assez dingue. Mais ce qui est sûr, ouais, c'est que t'as 2-3 joueurs, tu vois, tu connais, mais surtout à l'échelle de ce pays, quoi. Je répète, première qualification de Coupe du Monde, t'avais fait une belle canne. Donc, ouais, tu te dis, c'est vrai qu'on est passé de 5 places pour l'Afrique à 9, plus peut-être une avec le barrage. Et très clairement, bah, t'as peut-être des équipes comme ça qui vont pouvoir s'offrir de beaux parcours et aller un jour à un mondial. Même si on est partisan d'une CDM élitiste à 32. Bah, c'est vrai que c'est ce genre d'histoire dans une Coupe du Monde à 48, ça fait plaisir, quoi. Des équipes qui n'ont pas l'habitude de se retrouver là, qui vont pouvoir s'inviter à la fête, ça peut être assez fantastique. Ça, moi, je trouve, pour le coup, bon, évidemment, j'espère que vous serez avec moi quand on aura le fameux le fameux Cap-Vert Kosovo lors de ses performances. Alors, tu me dis, Julio Tavares, il joue de temps en temps. J'ai envie de voir s'il joue toujours un petit peu, parce que c'est vrai que 48 sélections et 8 buts, il a commencé en 2012. Est-ce qu'il a été appelé récemment? Bah, tu vois, son dernier match, ça remonte à 2022. Je suis pas sûr qu'il puisse être de l'aventure au mondial. On verra. Je pense qu'il y a peut-être plus l'histoire bébé que lui. Mais c'est vrai que tu vois, t'as quand même des noms que tu reconnais dans cette équipe du Cap-Vert, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir comme dernier match? Je pense peut-être le Gabon-Côte d'Ivoire qui s'est soldé par un match nul. Et la CIV qui, je pense, devrait potentiellement valider sa place. Là, t'as un point d'avance. Tu termines par un déplacement aux Seychelles et la réception du Kenya. Bon, si tu fais pas de bêtises, écoute, ça devrait le faire. Mais tu vois, pareil, la Côte d'Ivoire, t'as quand même du beau matériel. T'as Kessié, Sangaré, t'as Fofana. T'as en défense Conan, Ndika, Kosonu, Zogbe. T'as Singo qui peut rentrer. Et en attaque, là, par contre, l'attaque, ça envoie. T'as Guessant, Adingra. T'as Nicolas Pepe, t'as Sébastien Haller, t'as Amad Diallo.
là, c'est vraiment pour Emers Faé le casse-tête de luxe, de choix. Franchement, là, pour le coup, t'as des choix forts à effectuer. Et c'est bien pour ce type d'équipe d'avoir une émulation comme ça. Et par contre, je suis assez bluffé parce que en face, le Gabon, est-ce que le Gabon serait pas l'Uruguay de l'Afrique dans le sens où ils ont toujours les mêmes joueurs depuis 20 ans? Franchement, c'est toujours les mêmes gars depuis 20 ans. Je vous avoue que quand je vois, bon, Bouanga, Aubameyang, ok, Lemina, pareil. T'as Ekwele Manga qui est toujours là. Ekwele Manga qui a 37 ans, qui joue au Paris 13 Atlético en national. C'est quand même fort. T'as Didier Ndong qui est encore là. Didier Ndong qui, lui, joue en Iran, du côté d'Esteghlal. Ça paraît, c'est quand même un sacré parcours. T'as 2-3 joueurs qu'on connaît un petit peu en Ligue 1 avec Alevina et Comier, les Angevins. Mais t'as quand même ça. Et puis sur le banc, alors là, André Poco, en tant que Bordelais, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce nom-là. Et Poco, pour moi, c'était à la retraite. Et non, il évolue à Ahmed Eska, du côté de la Turquie. Donc voilà, j'ai l'impression que les Gabonais, ça bouge pas, quoi. Franchement, c'est chaud, quoi. Ndong, les Mina Oba, je les ai vus en 2012. Non, mais c'est franchement, tu vois, c'est comme l'Uruguay avec Muslera, avec Jiménez, avant avec Godin, tout ça. Les mecs, ils bougent pas, quoi. Ils sont toujours là. Bon, après, pareil, le vivier, tu peux peut-être pas faire un truc extensif, mais le Gabon, encore une fois, pourrait être dans cette histoire de meilleur deuxième. Et c'est vrai qu'ils ont un très beau bilan de points. Franchement, même en termes de bilan de points, ils ont plus qu'à prendre une victoire. Quasiment, ils sont assurés d'être parmi les 4 barragistes. Donc, ouais, le Gabon, je pense qu'ils vont pouvoir aller au bout de cette histoire. Et après, bon, il faut avoir le barrage qui est encore une fois un truc assez difficile. Hein. Franchement, c'est pas simple du tout. Juste, peut-être fais voir classement FIFA de ces différentes équipes pour voir qui pourrait se retrouver. Tu vois, essayer de voir est-ce qu'ils vont avoir hop. Montrer le classement complet. Le Gabon est 80e, RDC 61e, bon, le Cameroun 51e. Hop. Le Burkina est 63e. Et par exemple, bon, si je prends AFC, hop, peut-être pas AFC, mais l'OFC, la Nouvelle-Calédonie est 152e. Donc tu vois, ils seront. En vrai, je trouve que l'équipe africaine a quand même beaucoup de chance de se retrouver. Tu vois, bon, Venezuela, par contre, eux, s'ils se retrouvent barragistes, ils ont plus de chances que la Bolivie d'être protégés. Et ensuite, il faut voir un petit peu les autres équipes, genre CONCACAF. Tu vois, t'as aussi Costa Rica. Bon, faut voir, parce que Costa Rica, ils peuvent prendre une place directe. T'as Jamaïque, t'as Honduras. Mais bon, vraisemblablement, je pense que Gabon et RDC pourraient être protégés, quoi. En tout cas, ça va être une belle histoire à suivre. Moi, cette histoire de barrage, moi, ça me hype pas mal. Allez, on se refait peut-être un récapitulatif des équipes déjà qualifiées. Du coup, on a la Nouvelle-Zélande pour l'Océanie. Pour l'Amérique du Sud, on a le Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Colombie, Équateur. Pour l'Afrique, on a déjà le Maroc, la Tunisie. Amérique du Nord, évidemment, on a déjà Mexique, États-Unis, Canada. Asie, on a déjà Corée du Sud, Japon, Australie, Iran, Jordanie, Ouzbékistan. En sachant que, ouais, t'as encore cette place de barragiste. Que pour notre petite zone asiatique, deuxième du groupe A. En fait, ouais, c'est ça. Tu vas avoir des barrages, enfin des groupes qui vont commencer en Asie, où tu as dans le groupe A Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman. Ensuite, tu as Arabie Saoudite, Irak, Indonésie. Ensuite, tu as deuxième du groupe A, deuxième du groupe B. Donc, si je comprends bien, tu vas avoir. Là, tu as déjà 6 équipes. Tu vas en avoir, ouais. Tu vas en avoir 2 qui vont se qualifier. En fait, c'est vrai que l'Asie aussi, ils envoient du monde. Tu vas avoir Arabie Saoudite, Qatar. Et peut-être que tu vas envoyer un Irak ou un Émirats Arabes Unis dans l'autre tour, quoi. Franchement, ça va être quelque chose, quoi. Donc, ça, ok, on a déjà notre idée pour la zone asiatique. Je voulais juste qu'on fasse un tour parce qu'on n'a pas pu le faire la dernière fois sur la zone, vous savez, la fameuse CONCACAF. On a déjà pas mal d'équipes qualifiées avec les pays hôtes. Et là, pour le coup, on a donc groupe A. Putain, là, on voyage. Hein. Suriname, Salvador, Panama, Guatemala. Ensuite, on a Jamaïque, Curaçao, Trinité et Tobago, les Bermudes. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Haïti. Ok, bah bingo foot, ouais, bah, carrément on ferait ça.
là pour le coup, je fais vraiment mon petit tour des éliminatoires, on termine là-dessus. Et après, bah, si c'est plaisant, on en fera. On en fera carrément. Ça, ça me dérange pas. Ok. Donc, du coup, on a classement des deuxièmes de groupe. Là, pareil, à chaque fois, tu as des coefs, des classements. Mais du coup, on pourrait avoir groupe A. Donc, tu as Salvador-Panama. Panama qui a déjà fait des mondiaux. Donc, peut-être eux en favori de groupe. Groupe B, tu as la Jamaïque. La Jamaïque qui, je pense, a peut-être une équipe. Bon, la Jamaïque joue cette nuit contre Trinité et Tobago. La Jamaïque, est-ce qu'on a des joueurs qu'on connaît un petit peu? La Jamaïque qui a tapé 4-0 les Bermudes. T'as du coup. Ah, même là, moi, je connais pas trop. Bah, je sais que Bailey est blessé, que Antonio était sur le banc, que voilà, il a retrouvé un club, Michael Antonio, non, de mémoire. Ah non, il a toujours pas retrouvé le club, donc peut-être qu'il va s'entretenir pour participer à la Coupe du Monde. Mais ouais, t'as 2-3 joueurs. Ah, Hayden, c'est pas. Ouais, ça. Isaac Hayden, c'est le mec qui est passé par Newcastle, qui joue à QPR désormais. Ça me disait un petit truc. Casey Palmer, qui est un joueur d'Hull City. Bon, faut voir, évidemment, on sait que Greenwood a récupéré la nationalité, donc à voir s'il joue. T'as un mec de Charlton. En fait, t'as beaucoup de mecs de League One et de Championship. C'est vraiment une équipe, ouais, c'est un All-Star Game de même des mecs d'Écosse. Donc ça y ressemble pas mal dans ce sens. Damien Lowe qui joue, lui, à Houston, apparemment, donc en MLS. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Et après, bon, dans le groupe, c'est forcément Costa Rica, mais on sait que le Honduras avait été un des adversaires de l'équipe de France à une Coupe du Monde. Donc on va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ouais, moi je me dis Costa Rica, donc potentiellement tu rajoutes Panama, Jamaïque, Costa Rica, et ensuite tu as le meilleur deuxième, et ensuite tu envoies tout ça dans le barrage de fous furieux où tu as la planète entière qui va se mettre dessus, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Tu feras ta liste des 26 pour les grosses sélections pour la CDM. Je l'ai fait pour l'équipe de France. Peut-être on pourrait se faire ça plus tard dans la saison, quoi. Un peu plus tard. Je pense que ça, on verra ça, je pense peut-être en mars, ou peut-être même quand ça tombera. C'est vrai qu'on aura beaucoup de grosses sélections qui vont tomber coup sur coup en mai. Ça va être intéressant de se pencher là-dessus. Bon, en tout cas, les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi. On a aussi pas mal regardé ce qui s'est fait dans les différents éliminatoires Europe, Afrique, et puis un petit coup d'œil aussi sur les autres zones, histoire de se projeter sur cette Coupe du Monde. Comme toujours, vous avez voilà, le replay sur YouTube, vous avez les podcasts, le COP de Scipion, qui tournent très très bien sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle nuit, et je vous dis à très vite. Salut les potes.